Bonjour à tous. Place dans un instant à deux auditions de table ronde qui concernent l'accès aux données de santé. Dans quelles conditions la société civile peut-elle avoir accès à ces données de santé? Eh bien, cette question se pose depuis plusieurs mois, notamment depuis l'affaire du Mediator. Au mois de juillet dernier d'ailleurs, le collectif Initiative Transparence Santé, collectif qui rassemble de nombreuses associations de consommateurs, a demandé à l'assurance maladie à avoir accès aux informations concernant le Mediator entre 1999 et 2009. Ce collectif s'est vu opposer un refus, notamment en raison du secret de l'instruction judiciaire. Mais plus largement et au-delà de cette affaire, la question se pose de savoir s'il faut que la société civile accède à ces données de santé, notamment pour mieux comprendre certaines dérives du système de santé. C'est un sujet sur lequel l'État, le ministère de la Santé est très frileux, notamment en raison de l'importance du secret médical. Tout de suite, retour donc à ces auditions qui se sont tenues jeudi dernier au Sénat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter votre expérience de l'accès aux données publiques de santé, notamment la pertinence des données disponibles, les difficultés d'accès rencontrées, la qualité des données, les possibilités de réutilisation, pour créer les conditions d'un accès plus ouvert aux données de santé annoncées par Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé? Quelles seraient vos suggestions en matière d'évolution du cadre juridique, technique et institutionnel en la matière? Donc nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons réparti le temps de parole de la façon suivante. Je vais très brièvement rappeler pourquoi on souhaite accéder à ces données de santé. Monsieur Didier-Sicard répondra ensuite aux questions sur quelles sont les données accessibles aujourd'hui. Ensuite, Madame Desclercq-Dulac interviendra, puis nos autres amis pour compléter, répondre et faire des propositions concrètes pour que la situation change. Alors, la raison pour laquelle on veut accéder aux données de santé, je crois qu'il est important de la rappeler, et elle est à la fois simple, et vous verrez cette simplicité, le problème n'est pas la simplicité dans les solutions. Alors, il existe aujourd'hui 700 000 nouveaux articles médicaux publiés par an dans les revues à comité de lecture. 700 000. La déontologie médicale fait l'hypothèse que les médecins les ont tous lus, ces 700 000 articles. Et les connaissances médicales doublent aujourd'hui tous les 3 ans. Nous avons dans la pharmacopée française 8000 médicaments. Aujourd'hui, à la classification commune des actes médicaux, nous avons de l'ordre de 8000 actes, 1000 actes de biologie. Et vous savez que, à part quelques restrictions limitées, en gros, les médecins peuvent à peu près tout prescrire, alors qu'il est clair depuis longtemps qu'ils ne peuvent plus tout connaître. Alors, quand vous regardez et que vous posez la question à un médecin, et faites-en l'expérience, nous en connaissons tous. Combien de médicaments connais-tu? Ou connaissez-vous? Vous verrez que les généralistes vous disent en gros 200, entre 200 et 300. Les spécialistes vous disent autour de 30. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes 200 et c'est que ce n'est pas les mêmes 30. Et quand on regarde si ce que l'on appelle à tort les besoins de santé, et si les prescriptions correspondent à l'état morbide de la population, on voit en France qu'il n'y a absolument aucun lien, zéro, entre les pathologies cardiaques et les prescriptions de médicaments cardiaques. Ça, c'est donc la première, mais on peut prendre une autre spécialité. Donc, et on voit que selon l'endroit où une personne est hospitalisée, ce qui va lui arriver va varier profondément. La deuxième chose liminaire, et j'aurai fini une fois que j'aurai dit ça, c'est que dans le monde entier, nous laissons à l'industrie pharmaceutique, aussi bien nous étant, nous les Français, les Américains, les Anglais, etc., les Occidentaux et aujourd'hui maintenant les Chinois, nous laissons à l'industrie pharmaceutique le choix des thèmes de recherche. Et bien entendu, c'est plus souvent le marché que l'état morbide de la population. La nature des molécules qui vont être développées, la nature des molécules qui vont être testées, et le suivi après l'autorisation de mise sur le marché. Or,
aujourd'hui, et c'est très très curieux, la réglementation pharmaceutique française et la politique des différents gouvernements en la matière s'intéressent, et c'est la moindre des choses, à l'efficacité des molécules qui sont mises sur le marché, mais ne s'intéressent pas du tout à leurs usages, ce qui est complètement incroyable. C'est-à-dire, c'est comme si quand vous alliez à un concert, vous demandiez est-ce que les instruments sont bien accordés. La réponse est oui, c'est la moindre des choses, que le violon joue juste et que le piano soit à peu près correctement accordé. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont jouer de la bonne musique. Or, vous voyez que donc, pour continuer cette image, que les médicaments, ou plutôt les médecins, peuvent, pour traiter un malade, faire appel à énormément de thérapeutiques et donc jouer plus ou moins bien de la musique, et qu'on sait qu'ils ne jouent pas toujours bien. Donc, nous avons besoin d'accéder aux données de santé pour montrer à nos concitoyens ces incroyables variations de pratiques cliniques et nous permettre de suivre l'usage et les prescriptions de certains médicaments douteux, de certains médicaments dangereux. Alors, mes collègues vont vous parler du médiateur, moi j'évoquerai simplement la prise récente de décision de l'interdiction par la ministre qui a été, comme vous le savez, contrebattue par les instances européennes de la pilule Diane 35. Or, il est clair que si ce médicament, très vieux, puisqu'il a une trentaine d'années, était trop prescrit, il est aussi très clair que c'est le moins mauvais médicament, dans la plupart des cas, pour des jeunes filles qui ont de l'acné. Donc, vous voyez bien que la question d'usage est moins aussi importante que la question d'autorisation. Et sur ce, je passe la parole à Didier Sicard. Monsieur le Président, la France a été quand même un des pays du monde qui a accumulé le plus grand nombre de crises sanitaires, pas uniquement liées aux médicaments, mais en partie aux médicaments. Et ça a été au fond l'énergie du ministre Xavier Bertrand de créer un institut de données de santé pour faciliter théoriquement l'accès aux données de santé pour que les stratégies de santé publique, les stratégies hospitalières puissent être fondées sur du réel et non pas sur uniquement de la science qui construit quelquefois de la réalité mais aussi de l'imaginaire. Et effectivement, nous sommes quasiment le seul pays au monde à ne pas faire des études post-AMM, c'est-à-dire post-autorisation de mise sur le marché. Je prends un exemple concret. Nous avons un plan cancer relancé par le président de la République il y a quelques jours. Et bon, sur les inégalités, c'est très bien. Personne ne peut être contre. En revanche, que l'on puisse être un pays qui évalue les chimiothérapies de plus en plus complexes dans leur morbidité, dans leur mortalité éventuelle, dans leur et éventuellement inégalité en fonction des personnes, repose uniquement sur des données de santé. Or, ces données de santé sont quasiment inaccessibles. Elles sont inaccessibles non pas que tel ou tel parti ne veuille pas les donner, mais l'Institut des données de santé est une petite structure qui a fait un énorme travail depuis 5 ou 6 ans, mais qui vit dans un petit local à Charenton, vraiment oublié du monde, avec quelques personnes, sans aucun financement, toujours menacées par l'un ou par l'autre, et qui fédère des associations qui, au fond, se retrouvent face à un mastodonte, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, qui n'a pas forcément mauvaise volonté, mais qui se retrouve de facto gestionnaire du plus grand ensemble de données de santé au monde et qui n'en fait pas grand-chose, sauf ce qu'elle décide elle-même. Et donc c'est un problème extrêmement grave qui dépasse, je pense, la santé publique, c'est-à-dire comment, à un moment, on pourrait reprocher à l'État, en protégeant cette situation, c'est-à-dire de ne pas permettre un accès public exhaustif à des données anonymisées et qui servirait de repère pour que les acteurs de santé puissent trouver des informations leur permettant d'établir des stratégies autrement qu'au doigt mouillé. On est quand même très très surpris que les ARS, qui sont responsables des stratégies régionales, n'aient accès aux données de santé que depuis quelques semaines, alors que, manifestement, c'était leur fonction de pouvoir savoir si dans leur région, l'alcoolisme, le cancer, les maladies respiratoires avaient une incidence ou une prévalence. Est-ce que
tel médicament antidiabétique, tel médicament anticancéreux avait une morbidité, une mortalité inquiétante. Et c'est là où je me place sur le plan international. Quand je discute avec mes amis américains, anglais, ils nous regardent avec stupéfaction, en pensant que nous sommes un pays très riche pour nous permettre d'avoir des stratégies qui ne sont pas fondées sur du réel. Et le problème, c'est que l'IDS, elle existe, mais elle est sans cesse, elle est un patchwork de personnes responsables, mais qui, au fond, ne communiquent pas entre elles, puisque les mutuelles ne communiquent pas à l'assurance maladie ne communique pas aux mutuelles, l'assurance maladie ne communique pas aux collectifs interassociatifs. Autrement dit, chacun se regarde en chien de faïence, et je pense que il y a un effort majeur d'accès aux données de santé, qui est un accès exhaustif à des données absolument anonymisé et qui susciterait à ce moment-là des travaux d'intelligence. Au fond, le problème, c'est pas d'être curieux et de chercher des informations qui ne sont pas justifiées, c'est comme le font la plupart des pays, c'est de créer à partir des données statistiques de nouvelles questions qui nous sont actuellement interdites. Et dans ce domaine, je pense qu'il y a un effort gigantesque et que l'argument permanent qui est donné alors avec les affaires Snowden, etc., c'est que si on ouvre aux données de santé, on va rentrer dans une espèce de transpiration permanente des données individuelles. C'est complètement faux. Je pense que les données anonymisées données à des chercheurs avec une charte d'engagement de ne pas communiquer à un tiers pour d'autres raisons, ces données permettraient réellement d'avoir une vision responsable. Je pense qu'une stratégie de santé, une politique de santé qui n'est pas fondée sur les données de santé est, à mon sens, et j'utilise des mots, c'est une tragédie. C'est une tragédie économique, c'est une tragédie de la connaissance, et que la connaissance, ce n'est pas uniquement d'aller dans les cellules souches, regarder si tel ou tel gène est infiltré, c'est de savoir si tel médicament antidiabétique, depuis 20 ans, je ne parle pas du Mediator, c'est trop connu, mais si tel ou tel médicament a un service rendu. C'est très difficile, mais ça ne peut être fait que s'il y a une communication entre les acteurs et ceux qui les détiennent. Et c'est pour ça que je terminerai sur ce point, c'est que gérer les données de santé et avoir la gouvernance de ces données dans le même organisme me paraît actuellement un contresens sur le plan de la modernité. Et que ce n'est pas non plus à l'État. L'État lui-même ne peut pas être en conflit d'intérêts par rapport aux stratégies et par rapport à ce qu'il héberge. Et c'est pour ça que nous plaidons pour que l'Institut de données de santé soit un institut transparent, un institut responsable, un institut qui soit une sorte de médiateur, mais qui soit non pas un médiateur critiqué toujours pour sa curiosité que l'on pourrait qualifier de malsaine, au contraire, c'est une curiosité du bien commun, et pour établir véritablement une politique de santé fondée sur du réel, ce que nous n'avons pas fait depuis 70 ans. Alors, maintenant, c'est Madame Declercq-Dulac. Ben écoutez, Président, bonjour à tous. Je dois dire que professeur Sicard me permet de rebondir puisque je suis vice-présidente de l'Institut des données de santé, donc que nous siégeons dans la même instance et que j'y suis en tant que représentante du collectif interassociatif sur la santé. Alors, si vous voulez, nous, par rapport à nos autres partenaires associatifs, nous avons accès aux données non nominatives. Donc, je dirais que de ce côté-là, nous sommes un peu privilégiés par rapport aux autres. Mais c'est ce qui nous permet de dire que nous ne sommes pas d'accord que d'être les seuls à pouvoir accéder à ces données de santé et que nous ne sommes pas les seules associations représentant la société civile. Et ce qui vient d'être dit par M. de Kervasdoué ou par le professeur Sicard, je dois dire que je surenchéris parce que si on veut faire une véritable politique de stratégie nationale de santé, il faut absolument que ces données de santé anonymisées puissent être ouvertes à tous. Et je voudrais donner un simple exemple. Le dernier bureau de l'IDS qui s'est tenu mardi, eh bien, nous avions une demande d'accès aux données anonymisées par l'INSERM. Croyez-vous qu'il n'est pas opportun de permettre que l'INSERM, qui a quand même un rôle dans la santé publique, de pouvoir accès aux données au même titre que la Haute Autorité de Santé, que la NSM, etc. Alors je dois dire que nous avons fait un vœu pieux, mais un vœu, nous l'avons fait, pour que l'INSERM puisse pouvoir accéder à ces données, parce que là aussi, au travers de tout ce qui a été dit, et je ne veux pas les reprendre, mais je le partage, c'est que ça n'est qu'à partir des données existantes et où on pourra aller le plus finement possible, avec toute la sécurité, parce qu'il y a maintenant des possibilités de faire qu'on n'accède pas
qu'on puisse accéder ou à un professionnel ou à un assuré, etc. Ça, je veux dire qu'on sait très très bien qu'on ne peut pas y accéder. Donc là, vraiment, il y a toutes les possibilités et que si, à un moment donné, ça se passait, il y a des possibilités pénales qui feraient que... Voilà. Je veux dire que nous, en tant que collectif, il y a plusieurs choses. C'est que nous y accédons, mais nous ne trouvons pas normal que d'autres associations n'y accèdent pas. Et puis j'irai plus loin en préliminaire, c'est de dire que même un collectif n'a pas tous les moyens et toutes les compétences pour exploiter véritablement les données. Et que c'est en unissant toutes les associations, avec leurs compétences, avec leurs spécificités, que nous pourrons véritablement faire que les données de santé, détenues notamment par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et je les connais bien, donc pourraient nous permettre, tant en termes de spécialité, de comportement, de médicaments, etc., de faire de véritables études de santé publique. Et quand Madame la Ministre a mis en troisième levier dans sa stratégie nationale de santé la démocratie sanitaire au travers des associations, on ne peut pas aujourd'hui bloquer l'accès des données anonymisées à toutes les associations de la société civile, d'autant plus que celles qui sont passées devant la Commission nationale d'agrément, qui siègent dans les instances représentatives, que ce soit dans les établissements hospitaliers, que ce soit dans les caisses de sécurité sociale. Donc on ne peut pas leur bloquer l'accès aux données de santé qui peut leur permettre de jouer véritablement leur rôle aussi, qui est donné par la loi du 4 mars 2002. Donc je veux dire que là, nous avons vraiment des leviers sur lesquels, au jour d'aujourd'hui, nous nous devons de faire en sorte que nous ayons accès et que les associations de la société civile, notamment qui ont un agrément de santé et les autres aussi à étudier, eh bien, nous puissions y accéder. Nous siégeons dans les agences régionales de santé. Il vient d'être précisé que depuis très peu de temps, les agences régionales de santé ont accès aux données. Or, c'est quand même elles qui ont été mises en place pour qu'on fasse un véritable système de santé qui soit en conformité avec notre médecine d'aujourd'hui et avec les attentes des assurés, mais avec une sécurité de ce que cela comporte. Voilà ce que, en préliminaire, je souhaitais pouvoir dire, Président. Bien, si vous permettez, on va passer la parole à M. Guérin et ensuite à M. Le Fur. Trois remarque très factuelle. Comme vous le savez, nous avons accès aujourd'hui aux données hospitalières grâce au PMSI, oui, dont je suis à l'origine, 17 millions de séjours. Et grâce à ça, on peut faire énormément d'études sur la demande et l'activité hospitalière. La deuxième remarque que je souhaitais faire, c'est qu'un de mes élèves vient de sortir quelque chose qui m'a étonné. Donc il a analysé l'autorisation de mise sur le marché de 11 molécules anticancéreuses dans 4 pays, qui sont la France, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et quand on regarde ces autorisations de mise sur le marché sur les 11 molécules, jamais les 11 pays ne sont d'accord. Jamais. Donc vous voyez bien que la chose la plus rigoureuse, qui est l'autorisation de mise sur le marché, ne conduit pas, n'est pas aussi simple ni aussi facile que ça, et que donc on a besoin de regarder l'usage. Et je passe la parole donc à M. Guérin de Celtifarm, qui notamment se bat avec nous pour accéder à ces données, qui a montré l'année dernière qu'il y avait en France 14 millions d'ordonnances de 10 médicaments ou plus. Alors, les interactions médicamenteuses sont entre elles comme le factoriel du nombre. Donc, factoriel 10, ça fait 3 600 000 interactions possibles. Donc, c'est très au-delà de l'esprit humain. Ce qui est incroyable, à mon avis, c'est que les grands-mères survivent, mais probablement parce qu'elles ne consomment pas les 10 médicaments qui leur sont prescrits. Mais Patrick, c'est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la rapporteure. Bonjour. Je suis un petit peu intimidé. Je suis entrepreneur. Je dirige une société créée en 2000 de statistiques dans le domaine du médicament. Nous sommes fournisseurs et société conseil de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la Haute Autorité de santé, parce que nous sommes spécialisés sur le traitement en temps réel. Nous sommes capables de dire qu'est-ce qui se passe sur le marché du médicament avec des chiffres à hier soir. Nous intervenons dans le cas de crise, notamment l'affaire des pilules, et très souvent le traitement de données
en temps réel aurait permis d'éviter ces crises. Je vais détailler ce point. Il y a 5 ans, nous avons eu le projet de traiter le flux de données, une partie de ce flux, un échantillon, qui arrive à l'assurance maladie en l'anonymisant, première étape, puis en le traitant très rapidement pour pouvoir donner un signal aux autorités sanitaires ou aux industriels responsables, un signal temps réel. Ce projet a été autorisé par la CNIL à l'unanimité le 8 septembre 2011 et depuis est bloqué par l'assurance maladie et la direction de la sécurité sociale. J'insiste bien sur le côté direction de la sécurité sociale parce que les autorités sanitaires, notamment la direction générale de la santé, aimeraient avoir un outil qui évite de piloter les crises en regardant dans le rétroviseur. Donc par rapport aux données de l'assurance maladie, la gigantesque base de données qui permet de répondre à certains usages ou à certaines études, l'analyse du flux, d'une partie du flux en temps réel, anonyme, selon un processus autorisé par la CNIL, permettrait de détecter des usages que font les jeunes femmes qui ont pris Diane 35, permettrait de voir sur des produits comme Victrelis, le produit contre l'hépatite C qui a été dénoncé lundi, qu'est-ce qui se passe, que font les patients. Ce projet est bloqué et le blocage est sans raison. Il n'y a pas de raison technique. Parfois nous est objecté, oui, mais vous pouvez identifier quelqu'un. Mais la CNIL, ma compréhension en tant que petit citoyen, est que la CNIL est chargée de vérifier si le processus est bien un processus qui anonymise. La CNIL est également chargée de vérifier qu'il n'y a pas de possibilité par croisement de réidentifier. Et en effet, les données, nous allons les réagréger. Donc, il n'y a pas de raison technique à ce blocage, et c'est pour cela que nous avons rejoint le collectif Initiative Transparence Santé, et puis nous avons découvert que nous n'étions pas les seuls dans ce blocage, sans raison. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que et en tant que société conseil des autorités sanitaires, je suis effaré par la pauvreté des informations disponibles à ces autorités. Je suis également effaré par la pauvreté des informations disponibles pour la représentation parlementaire. Il n'y a qu'une source de données qui ont été traitées. C'est-à-dire que les données de l'assurance maladie ont subi certains traitements, certaines modifications, et c'est sur la base de ces données déjà modifiées que certaines études vont être faites pour prendre des décisions publiques ou sanitaires. Et le système ne fonctionne pas. Le médicament, 10 à 30 000 morts par an, 6 fois les accidents de la route. Le rapport Bégaud-Costagliola, remis à la ministre le 16 septembre, le rementionne, précise que le premier des 3 leviers pour lutter contre ce mésusage est la connaissance en temps réel de qui prescrit quoi à qui, de manière anonyme, et de pouvoir suivre en temps réel de manière anonyme. Il dit aussi que c'est un levier facilement, qui peut être mis en œuvre facilement, que ça doit être une priorité immédiate, et ça n'est pas mis en œuvre, c'est dommage. Mediator, il y a eu dans l'histoire de Mediator, sur la partie que je connais, qui est la partie des chiffres, il y a eu plusieurs occasions ratées de retirer Mediator du marché. Je vais en citer une, le 29 novembre 2005. La Commission nationale de pharmacovigilance a des remontées de signaux importants de mauvais usage du médicament et de dangerosité du médicament. On est en novembre 2005. La Commission nationale de pharmacovigilance va se baser sur un chiffre erroné, entre guillemets. C'est plutôt un chiffre qui, comme tout chiffre, a des biais statistiques. Et comme il n'y a pas d'autres sources, il n'y a pas de challenge de ce chiffre, comme s'il n'y avait qu'une source d'information, eh bien Mediator va être maintenu sur le marché.
S'il y avait eu plusieurs sources, s'il y avait eu des projets notamment d'analyse en temps réel anonyme, eh bien peut-être que cela aurait été évité. Je vous remercie. Merci Patrick. Et à Monsieur Le Fur de prendre la parole. Ou à Monsieur Laurenceau. Monsieur Le Fur, puis Monsieur Laurenceau. Bon, je vais commencer. Donc moi, je suis journaliste et je m'occupe de l'animation organisationnelle du collectif Initiative Transparence Santé. Moi, ma contribution à cette audition viserait à vous relater dans quelles conditions notre demande récente d'accès aux données concernant la consommation de Mediator a été accueillie par l'assurance maladie. C'est une demande qu'on a faite à l'assurance maladie parce qu'on souhaitait réaliser une étude prospective sur la consommation de Mediator par département, afin de montrer dans quelle mesure les caisses primaires d'assurance maladie ont remboursé ce médicament, alors que dans la grande majorité des cas, il était prescrit hors de ces indications. Alors, la prescription hors des indications, c'est pas forcément mal, sauf que, en l'occurrence, quand il était prescrit hors de ces indications, le Mediator était prescrit comme anorexigène. Donc, c'est quelque chose qu'il est assez simple de voir dans les bases de l'assurance maladie, puisque le Mediator était prescrit, l'indication du Mediator était un traitement adjuvant au traitement au diabète, et que donc il est très facile de voir si une personne à qui on a prescrit ou délivré du Mediator prenait en même temps un traitement contre le diabète, et donc si la prescription de Mediator était justifiée. Donc la demande qu'on a adressée à l'assurance maladie est tout à fait légitime techniquement en tout cas. Donc on n'a pas eu évidemment de réponse de l'assurance maladie, qui nous a finalement objecté qu'il était impossible pour elle de nous donner ces informations en raison du procès qui a lieu, la délivrance de ces informations pouvant, selon le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, nuire à la procédure. Donc évidemment on a saisi la CADA. Et la CADA a balayé du revers de la main l'ensemble des arguments qui ont été... Oui, alors le secret de l'instruction est... Oui, exact. Donc on a un petit peu publicisé cet avis favorable qu'a émis la CADA, et on se retrouve aujourd'hui toujours avec l'assurance maladie qui se mure dans le silence, donc qui refuse de répondre en dépit de l'avis de la CADA. Et voilà que nous allons être contraints de saisir le tribunal administratif. Donc ainsi vont les choses en France quand on demande des informations qui sont pourtant légitimes. Ces informations, elles appartiennent aux Français. Ce sont les Français à qui on a prescrit ce médicament et qui en sont morts. Ainsi vont les choses. Et les exemples comme ça de réticence par rapport à l'accès aux données, on a beaucoup parlé du médicament à travers les différents intervenants, mais Thomas, avec qui moi j'ai travaillé dans un cadre journalistique, pourrait aussi vous raconter à quel point il a été compliqué la course de fond que ça a été d'obtenir par exemple des données sur les dépassements d'honoraires à l'hôpital. Donc ça... On va te laisser la parole à Thomas et vous reviendrez tout à l'heure. D'accord. Moi, ça sera juste 2 mots, Monsieur le Président, pour compléter ce qui a été dit. Je crois qu'il y a consensus pour dire qu'on dispose en France d'une mine d'informations qui permettrait de mieux comprendre la santé et qui permettrait de mieux orienter la politique de santé. Et donc, la question qui nous est posée et de savoir qui doit avoir accès. Je pense que vous avez compris que notre réponse à nous est que la société civile, dans son ensemble, devrait y avoir accès parce qu'elle peut apporter des choses. La question que je poserai en retour, moi, c'est pourquoi il y a un tel blocage? À qui est-ce que ça fait aussi peur que ça? D'accord? Il y a un certain nombre d'informations qui peuvent gêner. Quand nous avons effectivement, après 1 an de bataille et au moins une bonne vingtaine de courriers recommandés, réussi à obtenir les données sur les dépassements d'honoraires à l'hôpital public, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Néanmoins, moi je suis content d'avoir contribué à ma petite manière
à la limitation de ces dépassements d'honoraires, puisque aujourd'hui c'est le cas. De la même manière, quand nous avons tout récemment avec le collectif interassociatif sur la santé repéré, grâce aux données dont dispose le SIS, que les dentistes ne respectaient pas certains engagements de la convention médicale, de la convention dentaire de 2006, d'accord, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il n'empêche que c'est intéressant de pouvoir le faire savoir aux Français, parce que ça permet de faire avancer les choses. Et là, aujourd'hui, on est dans ce système juste où on nous dit « ne vous inquiétez pas, on a les données, on s'en sert, on les maîtrise ». N'y touchez pas parce que vous ne sauriez pas faire. Malheureusement, c'est qu'on voit bien que ces données, elles restent là et elles restent dans une espèce de non-dit, dans un entre-soi, et c'est ça qui est gênant. On n'est pas là que pour dénoncer. Bon, effectivement, les deux exemples que je vous donne sont des exemples un peu dénonciateurs. Sachez qu'à l'Institut national de la consommation, qui édite 60 millions de consommateurs, nous avons fait une demande officielle à l'Institut des données de santé pour essayer de travailler sur d'autres sujets, parce que nous, tout ce qui va concerner l'accès aux soins, les restes à charge pour le patient, les inégalités territoriales, le mésusage des médicaments, tout ça, ça nous intéresse. Donc on a fait une demande d'accès aux données de santé. Cette demande a été approuvée par le bureau de l'IDS, et le lendemain, j'ai appris que le ministère de la Santé s'était opposé, et donc avait fait valoir un droit de veto temporaire, nous dit-on. Et voilà, cette demande, pour moi, est assez significative. Un Institut national de la consommation, dans le cadre de sa mission de service public et d'éclairage, d'études sur la santé et l'accès aux soins, demandait accès aux données. Aujourd'hui, il n'y a pas accès, pour une raison que nous ignorons. Et voilà, nous ne sommes pas là, à l'initiative Transparence Santé, pour essayer d'agiter des chiffons rouges. Nous sommes là pour essayer de faire avancer, parce que nous sommes dans cette avancée sociale. Nous essayons de contribuer à ce débat, à notre petite mesure, parce que nous pensons que nous, d'autres, les associations de malades, des gens qui sont impliqués, qui ont un regard différent, et ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait même de voir, hier j'étais avec des malentendants, qui, sur certains dossiers, le fait de voir les statistiques permet de soulever de nouveaux problèmes. Et c'est ça que nous aimerions pouvoir faire avancer. Monsieur Aube, un mot. Monsieur Aubé. Oui, bonjour à tous. Je veux juste rappuyer sur un point, c'est l'histoire montre que si on se base sur une seule source de données, on peut se baser sur un chiffre biaisé. Il faut multiplier les expertises sur ces données pour développer la connaissance sur l'usage du médicament, et les scandales sanitaires qui se répètent aujourd'hui sont identifiables via ces données, via l'accès à certains flux de données, et on peut dès aujourd'hui faire du temps réel et mener à bien des actions pour éviter ces 10 à 30 000 morts qui sont aujourd'hui, je pense, en partie évitables. Didier, un mot, un autre mot. Vous avez tout dit. Vous souhaitez dire un mot, rajouter un mot? Oui, vous. Je prends deux exemples concrets. Il y a une maladie rétinienne qui porte un nom, dégénérescence maculaire rétinienne. On a entendu parler de ça dans les médias généraux. Alors, je n'ai pas en partie, mais il y a un médicament qui coûte 1100 €, l'autre 50 €. Ouais. Les données de santé devraient pouvoir nous apporter une réponse très claire. Est-ce que le médicament à 1100 € a 20 fois plus d'avantages que celui à 50 €? Ça coûte 510 millions d'euros par an à l'assurance maladie. Et la réponse, elle n'est pas dans telle ou telle instance, elle est dans la capacité d'évaluer. Nous sommes un pays qui a toujours de la peine à évaluer ce qu'il fait. Je prends un autre exemple qui est le baclofène pour l'alcool. Bon, je ne sais pas si le baclofène est un progrès, je n'ai pas de jugement. Mais le problème, c'est que le baclofène est remboursé, et or AMM, or les données de santé apporteraient de la connaissance. Ce n'est pas le problème uniquement économique, de l'intelligence. Le problème, ce n'est pas qu'elles enferment la vérité, c'est qu'elles permettent aux chercheurs, qu'elles permettent à la société de débattre du réel. Et nous nous cachons devant la crainte que ces données perturbent l'intimité des citoyens. Et je suis très frappé de voir que les citoyens réclament collectivement l'accès aux données de santé. Ils sont, je ne dirais pas indifférents à leur intimité, mais je crois qu'il y a une espèce de peur, mais qui me paraît être une peur qui camoufle d'autres angoisses, c'est-à-dire l'angoisse de faire de la peine à tel ou tel lobbying. Et qu'à partir du moment où un ministère de la Santé protège le non-accès des données de santé, protège la CNAM
en s'érigeant, au fond, en protecteur de l'intimité des citoyens, je pense que le bien public est mis à mal par cette protection qui me paraît être plus, au fond, un cache-misère, si vous voulez, qu'un véritable respect des citoyens. Le respect des citoyens, c'est quand ils prennent un médicament, quand ils ont une prothèse, quand ils ont un traitement d'une maladie dans un hôpital, qu'ils sachent que les données de santé confirment que la bientraitance au sens général du terme, s'appuie sur du réel et pas sur telle ou telle préséance de tel ou tel laboratoire. Deux phrases en passant. La première, c'est que les Français n'ont pas conscience qu'ils travaillent toute leur vie, tout le mois de janvier, pour payer leur seule cotisation à l'assurance maladie, et que si les Français consommaient les mêmes taux de médicaments que les Danois, les Luxembourgeois, les Norvégiens, volontiers je ne prends pas les Britanniques, on dépenserait 300 € de moins par habitant et par an. 300 multiplié par 65 millions, ça fait quelque chose de l'ordre de 19 milliards et demi. Et on sait qu'il est vraisemblable qu'en dépensant sûrement 5 milliards, vraisemblablement plutôt 10 milliards de moins sur le seul poste de médicaments, et je ne parle pas des autres prescriptions, de biologie, d'imagerie, etc., les Français s'en porteraient aussi bien, sinon mieux. Madame Desclères-du-Lac. Oui, mais... Vraiment, nous souhaitons un large accès aux données de santé anonymisées, il faut arrêter le faux problème de dire qu'on peut revenir auprès d'identification, si vous voulez, ou des assurés ou autres. Et puis, il faut qu'on ait une vraie lisibilité sur la manière dont les professionnels de santé, ça a été dit au travers d'exemples, mais font leurs prescriptions et que, actuellement, les données auxquelles nous avons accès ne permettent pas à la société civile de regarder le comportement tant des professionnels de santé que des assurés sociaux d'ailleurs. Là, on n'est pas en train d'être sur les uns et pas sur les autres, et que si on veut que vraiment au niveau tant de la recherche que des aléas, avec toutes les crises sanitaires que nous avons eues et qui ont été dites tout à l'heure, c'est qu'il faut que nous arrêtions d'être sur des faux problèmes. Et quand on connaît les bases de données de l'assurance maladie, des organismes complémentaires, etc., je pense que là, on a par devers nous, en France, la possibilité de mettre en place un véritable système de protection sociale digne de ce nom, sur la qualité des soins et sur le fait que les personnes... Parce que, si vous voulez, nous, collectifs, on voit bien, on dit le patient doit être acteur de sa santé. Quelles sont les armes qu'on lui donne pour qu'il soit acteur de sa santé? Par exemple, on dit, ils peuvent maintenant accéder à amélie.fr. Qui sont les données de l'assurance maladie. Mais ces données-là, on ne peut pas les exploiter parce que c'est bloqué au niveau... Alors, il y a un affichage. D'abord, les assurés sociaux, sont-ils au courant et comment qu'ils peuvent accéder à ces données? Et ensuite, qu'est-ce que l'on peut en faire? Donc, vous voyez bien que nous, associations de patients, de handicapés, enfin tous ceux qui constituent la société civile, on doit nous donner la possibilité véritablement d'être le levier de la démocratie sanitaire pour que dans ce pays, il y ait une large diffusion et une diffusion pédagogique, si vous voulez, parce que ça va bien de dire vous accédez à amélie.fr et puis vous voyez, vous avez accès à tout, etc. C'est pareil, les dépassements d'honoraires. On voit bien que l'étude qui a été faite avec... l'initiative Transparence Santé, 60 millions de consommateurs, etc., c'est vrai que ça n'a pas fait plaisir, mais ça a quand même pointé toutes les dérives qu'il y avait. Et quand on veut qu'il n'y ait plus d'inégalité territoriale en France, il faut regarder ça d'un petit peu plus près. Et si on ne regarde pas ça, et si on n'arrive pas, avec les données que nous avons, à regarder ceux qui font des dérives, je pense que là, nous aurons de vrais problèmes. Tout à l'heure, il était évoqué l'étude qui est faite sur les ordonnances de plus de 10 médicaments. Quand on voit dans les EHPAD et les maisons de retraite toutes les pathologies iatrogènes, parce qu'il y a des prescriptions qui sont faites d'une manière complètement dispersée et qu'on retrouve aux urgences toutes ces
personnes âgées, je pense que là, on peut tout à fait faire des études dans ce sens et prouver à quel point le domaine de la santé publique doit être pris à bras-le-corps par tous. Et on a vraiment des possibilités sur lesquelles on peut travailler. Bon, on a maintenant, Madame la Ministre a voulu la mise en place d'un PAERPA pour les programmes des personnes âgées en perte d'autonomie. Bon, il va bien falloir que là, on n'en parle pas là, mais le dossier médical, quand va-t-il voir le jour? Parce que je pense que dans une stratégie nationale de santé, et au travers de ce dossier médical, là aussi, on aura des données pour pouvoir y accéder. Hein? Voilà. Patrick, un mot? On se dit, c'est une bonne idée, effectivement. Oui. On sait que c'est pas la peine de recommencer un examen qu'on a fait il y a 3 semaines. Non, parce que c'est un petit peu comme ça aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Mais ça n'a pas marché. Hein. Je ne sais pas pourquoi, moi. Si, moi, je peux vous expliquer, si. Parce que j'ai écrit beaucoup de rapports et là, sur ce sujet, et j'en termine avec l'Académie de médecine. Non, la raison est très simple. C'est que pour que vous ayez un pour que vous ayez un dossier, il faut que ça fasse partie du contrat de travail. Autrement dit, il faut que vous ayez un chef. C'est-à-dire que vous avez un dossier médical dans un réseau de soins, si on dit, écoutez, c'est ça que vous devez faire. Vous avez un dossier médical dans un hôpital, si on vous dit, c'est ça que vous devez faire. Vous avez un dossier médical dans les grands HMO américains, comme Kaiser Permanente, où il y a 8 millions d'adhérents, parce que ça fait partie du contrat de travail. Mais de dire, il y a un dossier médical auquel on peut éventuellement accéder, ça ne marche nulle part. Donc c'est simple, la raison est très très simple. Alors on peut avoir des normes nationales, mais l'idée d'avoir un dossier national est une idée que beaucoup de gens et beaucoup de pays ont eue, et que tous ces pays ont abandonné, que ce soit le Royaume-Uni, qui a dépensé 15 milliards d'euros à peu près pour son dossier pharmaceutique uniquement. Tout ça, c'est très curieux. C'est des idées que je qualifie avec un de mes amis américains de zombies, c'est-à-dire que c'est des morts vivants, ça renaît. À chaque fois, on se dit, il vaudrait mieux soigner en ayant des informations médicales qu'en n'ayant pas. Tout le monde est d'accord. La question est comment on fait. Et on fait que si c'est obligatoire et si ça fait partie du contrat de travail. Et donc, si les hospitaliers, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu en France de bons dossiers médicaux dans des centres de lutte contre le cancer. Historiquement, d'abord il y avait des bons dossiers papier, il y a eu ensuite de bons dossiers électroniques, parce que le directeur de ces centres était un médecin et qui disait à ses collègues et confrères, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc tant qu'on n'a pas de chef, on n'a pas d'information. Je peux me permettre. Oui, alors je pense que quand même il y a des expérimentations qui ont été faites, hein, et on voit bien que effectivement ce que M. de Kervasdoué vient de dire, qu'il faut qu'il y ait des directives très claires et qu'il y ait un chef, je suis tout à fait d'accord, mais il y a quand même des expérimentations sur lesquelles on aurait pu s'appuyer, et avec des médecins volontaires, et notamment là, une des grandes difficultés, c'était qu'est-ce que l'on met dans ce dossier médical, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Et quand on fait des expérimentations de ce fameux volet médical de synthèse, on s'aperçoit néanmoins que par rapport à certains types de clients, et je pense que là quand même, il faut peut-être creuser, parce que c'est peut-être une possibilité. Alors qu'il faut qu'il y ait un chef et qu'il y ait des directives très claires, etc., je partage complètement, mais je pense qu'il ne faut pas complètement abandonner le projet, parce que je pense que, notamment pour certains types, tous ceux qui sont en maladie chronique, les personnes âgées, etc., eh bien, je pense que là, on devrait pouvoir soigner mieux et dans de meilleures conditions. Hein, voilà. Merci. Patrick ? Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce qui existe en France et qui fonctionne aujourd'hui pour la totalité de la population française en flux électronique, c'est le flux Sésame Vital. L'infrastructure essentielle Sésame Vital a été financée par de l'argent collectif et aujourd'hui, ce flux électronique existe. Il est possible de l'anonymiser et qu'une autorité indépendante, la CNIL, vérifie le processus d'anonymisation, le contrôle en permanence. À tout moment, elle peut retirer son autorisation et à ce moment-là, tout s'arrête. Ce flux, on peut le traiter avec un échantillon pour avoir un signal
temps réel qui peut être utile. Je vais citer un exemple, on met en open data sur datagouv.fr le suivi de la consommation de médicaments marqueurs de pathologie. La gastroentérite, la grippe, la gale, baclofène. On va fournir ces données. On va sans doute mesurer des disparités spatiales, géographiques, de consommation, qui ne reposent pas, comme le disait le professeur Kervasdoué, sur des aspects sanitaires, mais plus sur des usages, ce qui permettra peut-être de concentrer l'effort d'information ou de formation sur cette zone. Alors, je prendrais comme dernière image la météo. C'est un peu comme si on voulait cultiver un champ sans avoir de données météorologiques, hormis celles d'il y a 2 mois. On ne peut rien faire, on ne peut pas avoir une agriculture raisonnée, tout comme on ne peut pas avoir de santé raisonnée s'il n'y a pas de données en temps réel. Et sinon, on gaspille l'argent public, on gaspille les énergies, et enfin, on gaspille aussi les vies. Je vous remercie. Messieurs, Monsieur Laurenceau, Monsieur Le Fur, non plus de commentaires. Si, moi je veux bien intervenir. Je voudrais faire observer aux membres de cette commission de cette mission nous on a observé depuis que le collectif Initiative Transparence Santé a été créé que nos opposants finalement, les détracteurs d'un accès universel aux données de santé sont tout le temps des acteurs qui eux-mêmes ont accès aux données. Donc c'est véritablement non pas un accès mais presque un partage des données parce que ces données sont accessibles par quelques privilégiés qui refusent que ces données-là soient accessibles à la société civile. Alors, quand on n'a pas les données, et par exemple qu'on est journaliste, eh bien on fait un peu comme on peut, parce que pour bosser, il faut quand même les obtenir, ces données. Alors, on a plusieurs cas de figure. Donc, avec 60 millions de consommateurs, on a pris notre bâton de pèlerin sur les dépassements d'honoraires à l'hôpital, et on a effectué des demandes aux ARS, qui ont refusé de nous répondre. Donc, on a saisi la CADA. Après saisine de la CADA, la moitié des ARS ont continué de refuser de nous répondre. Donc là, il a fallu saisir la CNAM qui, après 6 mois d'attente et de palabres, a accepté de nous fournir les données. Bref, c'était très compliqué. Il y a d'autres solutions qui peuvent être utilisées. C'est ce qu'a fait par exemple Que Choisir ou le quotidien Le Monde. C'est que eux, ils sont allés sur le site amélie.fr et ils ont aspiré les données. Donc Que Choisir explique bien volontiers que ce travail-là a coûté environ 20 000 € pour aspirer les données de l'assurance maladie. Donc c'est comme ça que les journalistes, travaillent aujourd'hui. Soit patiemment, on va quémander les demandes à l'assurance maladie et on attend que Frédéric Van Rockeghem soit dans de bonnes dispositions pour nous les donner. Soit, mais un peu plus franc-tireur, on peut aller les aspirer. La question permanente, c'est le mésusage. En fait, quand on vous entend tous, l'accès aux données, ça peut avoir plusieurs finalités. Il y a la sécurité sanitaire, qui est quand même effectivement un problème majeur, et on a vu à la suite de difficultés. Il y a des problèmes économiques. La molécule que vous citiez, qui était de 20 fois moins chère, est-ce qu'elle est plus utile? Alors j'ai entendu hier soir en plus que le laboratoire qui fournit le moins cher est en grande partie lié à celui qui vend la plus chère. Alors bon, je me suis dit, aïe. Bon, on n'est pas encore complètement dans la libre circulation des médicaments, en tous les cas, dans ce domaine. Bon, parce que normalement, c'est le moins cher qui devrait gagner, a priori. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, donc, il y a plusieurs, on voit bien, il y a les finalités économiques aussi, qui sont, vous le disiez, monsieur le professeur, très bien, et on le sait bien. On se dit, il y a beaucoup d'économies à faire à la sécurité sociale, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, il y a... oui, on sait, mais il y a tellement de freinage, etc. Alors, en même temps, c'est vrai que l'anonymat est une chose fondamentale, parce que c'est autrement... Imaginez comment pourraient être utilisées des données avec des finalités assurantielles, par exemple. Enfin, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer.
même à d'autres fins. Hein. Donc il faut quand même être... l'accès aux données publiques, oui, mais on est extrêmement... en ce qui me concerne, et c'est pour ça qu'il y a eu la loi sur la CNIL, etc., c'est que la protection des données personnelles, c'est quand même quelque chose qui est menacé en permanence pour tout un tas de raisons dans nos sociétés hyper développées, et donc il faut quand même qu'on fasse attention. On me dit tout est garanti, oui, d'accord, à condition qu'on soit vigilant, hein, quand même. Mais je crois que ça n'empêche pas qu'on peut faire des progrès dans le domaine, effectivement, dans tous les domaines que vous avez évoqués. Je vous rends la parole, monsieur le professeur. Oui, au fond, il y a deux mésusages. Il y a l'usage qui serait frauduleux, assurantiel, désassuré. Mais il y a aussi le mésusage des données qui ne sont pas accessibles, qui aboutit à ce que les conséquences sanitaires sont... Donc il y a deux mésusages. Le problème, c'est que la France a choisi le risque uniquement du mésusage de la rupture de confidentialité. Oui. Et on s'aperçoit que dans tous les autres pays, moi j'étais aux États-Unis, quand vous allez à Atlanta, il y a 15 étages, pourtant c'était Snowden, mais on s'aperçoit que la capacité de ces structures de générer une information en temps réel très précoce, évitant pour le Vioxx, évitant le désastre sanitaire, que c'est eux qui vont nous fournir sans cesse des données et qu'ils nous demanderaient, compte tenu de notre équilibre démographique, la France devrait être le pays du monde, par sa centralisation de données, qui serait le pays qui alerte. Et c'est très paradoxal. Et au fond, moi je comprends très bien le risque du mésusage à titre de rupture. Mais d'abord, nous avons la CNIL, nous avons les organismes les plus rigoureux au monde. Mais cette rigueur conservatrice de la protection des données finit par faire disparaître le mésusage au terme du bien public. Et là, il y a quelque chose qui est une interrogation qui n'arrive pas à émerger dans l'espace public. Oui, sur la notion de secret, si vous permettez de rajouter 3 ou 4 commentaires. Bon, le premier, c'est que il y a toujours quelqu'un qui a la clé de l'armoire aux clés, donc où qu'on soit, et que toutes les protections et tous les châteaux forts qu'on construit, l'histoire montre qu'ils sont en général pas trop efficaces. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux. Donc, moi, je suis pour poursuivre gravement, avec des peines, pour poursuivre, pas gravement, pour poursuivre, et éventuellement avec des peines lourdes, en cas de mésusage d'accès aux données individuelles. Je crois que c'est la meilleure protection, elle est juridique, elle n'est pas technique, même si la technique, et mes collègues du CNAM travaillent aujourd'hui sur des systèmes de cryptage qui permettent qui empêchent de faire marche arrière. La troisième est quand même une remarque, je suis, comme vous, probablement provincial, enfin, je l'ai été au moins, et que si on veut savoir si Madame Dupont, pour parler breton, Madame Le Gouen est malade et qu'est-ce qu'elle a comme maladie, on lui demande. Donc, si vous voulez, de dire qu'on va utiliser des procédés informatiques compliqués pour savoir si elle a mal au pied, mal à la jambe ou mal à la tête, on lui demande à elle, et si elle ne veut pas le dire, on demande à sa voisine. Donc, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, certes, il y a 3 ou 4 000 personnes en France qui sont des responsables politiques, économiques, dont il est peut-être bon qu'il n'y ait aucune trace informatique de leurs données de santé, mais on ne va pas traiter de l'ensemble de la population de 65 millions en analysant les exceptions qui sont, de mon point de vue, tout à fait justifiées, parce que, historiquement, et ça c'est un vieux spécialiste des systèmes de santé, puisqu'il y a 40 ans que je regarde ça, le secret médical, il est utilisé depuis toujours en permanence par les médecins pour éviter qu'on contrôle leurs pratiques cliniques. Le problème, le secret médical, c'est le secret du malade, c'est pas le secret du médecin. Et aujourd'hui, on sait... Alors, le médecin est porteur du secret du malade. Mais étant donné que l'on constate ces très très grandes variations de pratiques cliniques, il est important aujourd'hui de les documenter. Une petite précision, s'il vous plaît. Je n'ai pas accès personnellement aux données de santé les plus sensibles. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui y avaient accès. Ils témoignent tous que c'est déjà extrêmement contrôlé et que c'est extrêmement difficile de savoir, à partir de ces données-là, si votre voisin a un cancer ou si votre conseiller général a un cancer. Les procédures
pourront peut-être être améliorées au fur et à mesure que la technique avancera. Mais aujourd'hui, le système est suffisamment verrouillé pour que ça se bloque si vous faites plusieurs requêtes qui, tout d'un coup, mettent un doute et laissent penser que vous êtes en train de chercher une donnée individuelle. Donc, si on sait le faire pour les gens qui ont aujourd'hui accès, on peut le faire aussi pour les autres. Donc là, moi, je trouve que l'argument n'est pas recevable. Enfin, je ne sais plus qui de là, mais enfin plusieurs. Ben, il y a des médecins qui prescrivent plus que d'autres. On se demande pourquoi. Enfin, bon, hein, on se demande pourquoi. Enfin, moi, je ne sais rien de tout ça. Mais évidemment, l'assurance maladie, elle a intérêt à le savoir. Donc, à partir des relevés d'un médecin, on peut savoir s'il prescrit beaucoup ou pas. Oui, mais elle n'en tire pas les conséquences. Ah ben voilà. Vous prescrivez beaucoup, mais ça ne change rien. Il n'y a pas de connaissance eux-mêmes par les prescripteurs que les autres prescrivent, car s'ils découvraient qu'un certain nombre de praticiens font des ordonnances de 12 médicaments, ils auraient brutalement la conscience, au fond, collectivement, qu'ils sont dans l'erreur. Et au fond, moi, je ne parle pas en termes uniquement économiques, je parle en termes de connaissance. Car un praticien, comme le disait Jean de Kervasdoué, il n'a pas accès contemporain à la connaissance. Parce qu'il y a Internet, les données de santé françaises lui serviraient de pédagogie permanente pour l'orienter, pas forcément avec le médicament moins cher, mais le médicament dont probablement, il a le moins d'effets secondaires gravissimes. Et donc, je trouve que c'est très extraordinairement étonnant la prothèse de connaissances qu'on enlève aux praticiens, qu'on enlève au public. On vit dans un pays qui a peur de la connaissance, du réel. Et je trouve qu'il y a quelque chose là qui est totalement archaïque par rapport aux autres pays. Nous vivons dans un pays où l'accès aux données de santé n'a pas constitué de drame public. Moi, je n'ai pas vu encore de grands procès aux États-Unis, en Angleterre. J'ai vu des procès de Snowden, des procès sur la défense. Je n'ai pas vu de drame en Hollande, en Angleterre, en Italie, sur l'accès aux données de santé qui est 100 fois supérieur à ce que nous avons. Et pourtant, nous avons des épidémiologistes de grande qualité. Mais les épidémiologistes qui sont bancos, qui sont manchots, qui ne peuvent pas accéder, ils ne peuvent pas travailler, sauf à leur accès privilégié. Et c'est ça où, effectivement, où je rejoins ce que disait Thomas Laurenceau. C'est-à-dire qu'il y a un moment où certaines personnes ayant accès privilégié n'ont pas tellement envie que d'autres aient accès, ce qui complique les choses. Et pour terminer sur ce paradoxe, les médecins conseils des caisses d'assurance maladie sont des canards à qui on a coupé les ailes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont accès à ces données, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Ça, c'est depuis une convention de 2004 qui fait qu'au nom de la liberté de prescription, on ne peut pas dire à un médecin, écoutez, vous prescrivez mal. Moi, je me souviens, c'était dans un petit département du sud-ouest, le médecin conseil qui était à ma droite et le directeur de la caisse primaire me disait, écoutez, ici, il y a 370 médecins. On les connaît tous. Il y en a un qui prescrit 0,1% de générique. Il fait ça, voilà, pour nous ennuyer. Et un autre qui prescrit 70% de générique. Et il me disait, l'un et l'autre, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est depuis la Convention médicale de 2004. Donc vous voyez la Caisse nationale d'assurance maladie elle-même faire des études très intéressantes sur l'hospitalisation de jour, sur le diabète, etc. Mais vous voyez qu'on ne peut en retirer aucune des conséquences. Alors donc, la raison, je pense, au fond, pour laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie ne veut pas communiquer ces données, c'est que dans les conventions médicales depuis 1928-1930, donc la liberté de prescription est absolue. Or, ce droit aujourd'hui est un droit impossible parce qu'on ne peut pas être totalement libre, au moins sans feedback que nous imaginons grâce aux données de santé. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, donc merci de votre témoignage qui est extrêmement éclairant. Peut-être préciser qu'en fait cette commission s'est mise en place dans le cadre du droit de tirage du groupe écologiste, qui est, on va dire, extrêmement attentif aux problématiques que vous soulevez, puisque nous considérons que ce que vous avez exposé ce matin est un peu le nœud d'un certain nombre de nos problèmes actuels, économiques, sociaux, moraux. Donc c'est pour cette raison que nous avons voulu mettre en place cette commission. Vous avez été extrêmement pédagogue dans l'énoncé d'une situation relativement apocalyptique, hein, vous l'avez dit chacun avec vos mots.
Nous, notre commission va à la fois essayer de faire une photographie au plus juste de la situation en matière de documents administratifs, et vous êtes l'exemple peut-être le plus éclairant de l'absurdité de notre situation, hein, de la situation actuelle. Et ensuite, nous allons essayer, alors ça va être quelque chose qui va requérir de la diplomatie, de formuler quelques propositions en nombre limité, qui soient claires, qui soient accessibles à tous, dont l'idée bien sûr serait qu'elles seraient validées par les membres de cette mission. Et donc la question que j'ai envie de vous poser à chacun, si on pouvait rêver quelques minutes, si vous aviez chacun 3 propositions très simples, intelligibles à faire, quelles seraient-elles? Donc j'aimerais vous entendre chacun pour 3 propositions, de la plus importante à la moins importante. Et ensuite vous demander si vous pensez, pour ceux qui connaissent le système américain, et je suis très réservée sur beaucoup de choses du système américain, néanmoins ce que nous ont dit des journalistes français qui ont vécu aux États-Unis sur la loi qui facilite considérablement, notamment pour les journalistes, mais pas seulement, l'accès aux informations. Pour ceux qui connaissent le système américain, que pensez-vous du système américain et est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller jusqu'à une loi qui réforme complètement l'accès aux documents administratifs à travers ce que vous connaissez de ce sujet? Donc si on pouvait à chacun demander 3 points, si vous n'en avez qu'un, vous nous le donnez, ça nous ferait, comme vous êtes très nombreux et très instruits, ça nous ferait déjà beaucoup de pistes pour nous ensuite, notre groupe qui va devoir hiérarchiser toutes les propositions qu'on nous fait à chaque fois. Donc voilà ma question. Oui, c'est accès aux documents administratifs et ouverture. Parce que ça fait partie il y a à la fois l'accès aux documents administratifs qui est un aspect des blocages, pourquoi la CADA, est-ce que ça fonctionne, etc. Vous y passez, d'ailleurs certains ont franchi ces obstacles, hein, mais ça demande effectivement des moyens et puis de la persévérance. Et puis c'est tout l'accès à des données publiques qui devraient être publiques. Parce qu'elles sont privées, mais elles ne sont pas privées pour tout le monde. Donc, et comment on accède aussi à ces données publiques, avec toutes les garanties, bien sûr, de protection des données individuelles. Mais ça, regardez, il y a un organisme qui recueille beaucoup de données personnelles. C'est l'INSEE. Je suis maire. On est en train de faire un recensement. Il y a des tas de données personnelles qui figurent, et autrement l'INSEE ne pourrait pas faire son travail. Il pourrait dire simplement il y a tant de millions de Français. Mais en fait, il y a toutes les enquêtes sur le logement, ils connaissent des tas de choses, sur le revenu, etc. Bon, c'est recoupé avec d'autres données publiques aussi, mais l'INSEE est un bon exemple. On peut très bien protéger les données personnelles tout en ayant une connaissance de données permettant des études, etc. Donc, ce n'est pas contradictoire. Patrick. Allez-y. Les 3 propositions, là, vous avez vu, hein, si vous n'en avez pas 3, vous pouvez en donner 2. L'exercice est difficile. Première proposition, que ceux qui bloquent le partage des données en supportent et en assument la responsabilité. Parce que ça se traduit par des pertes de chance. Aujourd'hui, certaines institutions, personnes morales, voire personnes physiques, ont accès à des données, n'en font rien, alors que ces données anonymes sont un bien collectif et doivent être partagées dans le respect de l'anonymat garanti par la CNIL, autorité indépendante, et la meilleure, sans doute, la plus en avance du monde, avec notamment la création du G29. Donc que ceux qui bloquent le partage des données en assument la responsabilité. Bien sûr, mais je pense que nous, on est vraiment également pour permettre l'accès aux données financières de l'activité médicale. Parce que là aussi, on est très opaque dans ce domaine. Et puis, vous voulez dire. Oui, toutes les données qui ont trait à l'activité médicale. Hein. Et clarifier également toutes les conduites pour l'accès à ces données, parce que là, on est vraiment dans une opacité complètement absurde. Et là, il va falloir vraiment qu'on ait une clarification pour véritablement savoir qu'est-ce qu'on veut pour accéder aux données, pour en faire quoi, etc. Et puis, nous, en 3e point, on est pour conforter, bien sûr, la possibilité qu'on ne puisse pas arriver
à réidentifier de quelle personne il s'agit. Ça, bien sûr, hein, en tant que collectif défendant le respect du droit des usagers dans le domaine de la santé, c'est quelque chose, mais on sait que c'est un faux problème. Hein. En même temps, je dis que c'est vraiment un faux problème, parce que pour connaître le système national de l'assurance maladie, je sais tout à fait que c'est très difficile de réidentifier, et il y a des blocages permanents qui font qu'on ne peut pas y accéder. Voilà. Mais ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je voudrais dire quand même un mot sur l'Institut des données de santé, parce que quand même, j'y siège. Hein, et je voudrais dire qu'il faut peut-être qu'on arrête de penser qu'il faut créer une nouvelle structure. D'accord, mais simplement, je voulais en dire un mot, comme le professeur Sicard l'a fait, c'est que quand je vois pendant 10 ans comment on a pu faire évoluer cette instance, et que là, il y aurait lieu d'augmenter leur périmètre, si vous voulez, d'activité, pour que ce soit vraiment une instance qui soit décideur d'un certain nombre de choses. Ça, je crois que véritablement, quand on voit le travail qui a été fait et le rapport qui est donné tous les ans au Parlement, ben, je pense que là, ça a quand même fait avancer les choses, et un certain nombre de problèmes ont pu être évoqués. Les moyens aussi, bien sûr. Si on augmente le périmètre, il faut augmenter les moyens. Voilà. Pour rebondir les trois choses, c'est que l'Institut des données de santé doit avoir les moyens qu'on lui a proposés lors de sa création. Et que si je vous encourage à prendre le métro, à descendre à Charenton-École, à descendre et de trouver dans un HLM deux petites salles de 45 mètres carrés, une secrétaire, un directeur, 2 chargés de mission. C'est-à-dire, et effectivement, on voit très bien que l'IDS n'a pas les moyens qui étaient attribués initialement par la loi lorsqu'il a été créé. Donc la création d'un IDS qui soit à la hauteur des enjeux, et non pas misérablement comme font un alibi à la réflexion. Le deuxième point, c'est que le partage des connaissances entre la CNAM et les mutuelles. Au fond, que nous soyons un pays qui ne se bat pas entre les mutuelles privées, la CNAM, qui chacun essaie de trouver leur terrain. C'est-à-dire qu'il y ait un partage de la connaissance au service du bien public. Et le troisièmement, c'est que, celui qui héberge les données n'est pas la gouvernance, et bien séparé. Au fond, la gouvernance, ça pourrait très bien être l'Institut des données de santé, ou alors, je ne sais pas très bien, il ne faut pas penser son temps à changer les structures, mais que l'hébergement et la gouvernance soient totalement séparés, et que l'accès aux données brutes soit le fait de l'intelligence des structures qui s'empareront de ces données pour en faire quelque chose. Faire confiance à l'intelligence des Français, et pas faire confiance simplement à la protection législative. Juridique, pardon. Alors quelque chose de peut-être de plus concret, c'est opérationnellement, mais c'est l'utilisation de l'infrastructure essentielle du GE Sésame Vital. Donc c'est l'ouverture de l'accès à ce flux de données pour de la recherche en santé publique. Pardon, c'est l'utilisation de l'infrastructure essentielle du GIE Sésame Vital. Donc le flux de données qui va des officines. Pardon. Le flux de données qui va des officines vers l'assurance maladie, et l'utilisation de ce flux en temps réel permettrait de développer la recherche en santé publique et le développement de signaux d'alerte. Voilà. Et bien sûr, l'ouverture aux sociétés ou aux organismes autorisés par la CNIL. Monsieur Laurenceau. Bien, mais je suis désolé, je ne suis pas capable d'avoir 3 idées. J'en ai une qui en plus n'est pas originale puisqu'elle a été évoquée, mais c'est comme ça. Je pense que la première chose à faire, c'est de donner à un institut des données de santé la chance de pouvoir être ce pourquoi il a été constitué. Aujourd'hui, il est menacé, alors que je peux témoigner que cet outil indépendant, collégial est utile, y compris en aide technique, parce qu'il y a aussi des gens qui connaissent très bien
la manière de naviguer dans les données de santé qui peuvent aider les gens qui font des demandes. Donc ça, c'est important. Et bon, voilà, aujourd'hui, alors qu'on a des doutes sur l'avenir de l'IDS, moi, en tant qu'utilisateur des services de l'IDS, je peux témoigner que ça serait vraiment regrettable qu'ils disparaissent. Et juste, j'ai peut-être un deuxième point, mais qui est plutôt une mise en garde. Sur le partage, sur l'accès aux données de santé, il y a une approche un peu morale, où il y aurait des gentils utilisateurs, qui seraient les associatifs à but non lucratif et tout ça, et les méchants qui seraient les entreprises. Moi, je pense, et je le dis d'autant plus que justement, je fais partie des gentils, donc je ne suis pas là pour défendre les gros méchants capitalistes, mais c'est pas si simple que ça. Je pense que tout le monde peut participer à l'exploitation des données de santé. Pour autant, plutôt que d'interdire sur des bases morales qui, de toute manière, sont contestables, plutôt essayer de mettre des verrous, des verrous, des limites, plutôt que voilà, d'essayer de définir des gentils et des méchants. Donc je pense que vous avez compris que nous, on milite pour un accès sans restriction aux données qui sont générées lors de la consommation de soins par les Français, qui sont donc des données publiques et qui leur appartiennent. Depuis qu'on a commencé à militer pour cet accès, on observe que les pouvoirs publics sont très réticents. Je pense que il faut que les pouvoirs publics cessent d'avoir peur des citoyens et de la société civile, que l'administration cesse de penser qu'elle est omnisciente et qu'elle est capable de décider à la place des autres ce qu'on peut faire de ces données et comment les utiliser. D'ailleurs, les faits montrent qu'elle les utilise peu ou pas, et que les pouvoirs publics, le ministère de la Santé notamment, se mettent enfin à la table pour discuter de la mise en place d'une gouvernance raisonnable de cet accès aux données de santé en toute bonne foi et pas comme elle est en train de le faire en ce moment, ça veut dire avec des commissions un petit peu opaques qui sont organisées, dont on ne sait pas trop ce qui va ressortir, etc. J'ajoute enfin, Monsieur Sicard, je crois, disait tout à l'heure que le secret médical, c'est pas le secret du médecin, donc j'abonde évidemment dans ce sens-là, et si nous on milite évidemment pour que l'anonymat du patient soit toujours respecté, en revanche celui du médecin, on pense que c'est pas notre sujet. Dernière, trois propositions et une remarque. La première proposition serait quelque chose qui dirait la chose suivante. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, et notamment celle qui touche à la Commission nationale de l'informatique et liberté, il est confié à l'Institut des données de santé la gestion des flux de données produites tant par les hôpitaux, ça c'est le PMSI, que par les caisses d'assurance maladie, ça c'est un vital. Ces données sont accessibles en permanence et à continu dans des réserves qui sont les réserves techniques d'anonymat. Enfin bon, bref, pardon de ce jargon, mais enfin l'idée en gros c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien entendu prévoir simultanément des peines et des condamnations pour tous mes usages individuels de ces données en conformité avec les règles éthiques en la matière. La troisième remarque, c'est que, et c'est un paradoxe, j'ai présidé pendant 13 ans la formation santé-protection sociale du CNIS, le Conseil national de la formation statistique. Et ce qui est très frappant, c'est la très grande sous-utilisation, aussi bien par les caisses d'assurance maladie que par l'État, des données déjà existantes. C'est-à-dire qu'il serait souhaitable que l'État publiât une analyse un peu plus poussée que ce qui est fait à l'heure actuelle des données PMSI. Donc ce sont des chercheurs individuels comme mon équipe et quelques autres qui le font, mais c'est quand même tout à fait paradoxal que on ne montre pas les variations de ce qui arrive à un patient quand il est hospitalisé dans tel ou tel hôpital. Et c'est ça les vraies inégalités de santé en France. Hein. C'est beaucoup plus que les questions d'argent. C'est que selon l'endroit où vous rentrez dans le système, vous allez être correctement pris en compte ou pas. Alors, je ferai néanmoins une remarque pour terminer. J'ai remis récemment avec votre collègue Gérard Larcher une suggestion sur la réforme de la sécurité sociale. Et je pense que l'appareil administratif assurance maladie, il est mort.
Alors, il est mort pour une raison très très simple, c'est que la loi de Martine Aubry, donc du 1er janvier 2000, a changé la logique. C'est plus le travail direct ou indirect qui permet d'être affilié à l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est la résidence légale sur le territoire. Donc, en fait, depuis le 1er janvier 2001, tout le monde est remboursé de la même façon. Et nous gardons, depuis 1945, un appareil très, très compliqué avec différentes caisses, différents systèmes de remboursement. Il y a à peu près 100 000 personnes qui vérifient des droits que tout le monde a. Donc, c'est une occupation intéressante, mais à mon avis, on pourrait les occuper autre chose. Et alors, je terminerai, et donc ça, c'est une remarque, mais elle est essentielle parce que ce système est très, très compliqué. Et on pourrait grandement le simplifier si on s'y penchait un peu. Alors, juste un mot sur les États-Unis. Moi, je ne connais pas la loi générale sur l'accès aux documents administratifs, mais je connais bien le secteur de santé américain pour y travailler, y enseigner, y aller souvent. Et simplement aux États-Unis, l'assurance maladie publique, parce que Medicare, donc pour les plus de 65 ans, c'est exactement pareil, enfin ça ressemble beaucoup à l'assurance maladie française, ou l'assurance maladie pour des États pour les pauvres, donc Medicaid, mais aussi des assurances privées, toutes sous-traitent à des entreprises les examens des prescriptions. Donc, vous avez une petite entreprise qui s'appelle Medco, vous pouvez regarder sur Internet, qui doit faire 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et Medco, donc, vérifie au nom de Medicare ou de Medicaid le bien fondé des prescriptions. Et donc, les médecins ou les pharmaciens de Medco téléphonent à leurs collègues en disant « Charlie, tu as prescrit ça, mais est-ce que tu es sûr que c'est ça qu'il fallait ? Nous, on a vu autre chose. » Enfin bon, bref. Donc, vous voyez que dans ce pays très libéral, encore une fois, le secret des malades est garanti, mais pas du tout le secret de la prescription. Très bien. Ces riches contributions. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir. Le thème de la mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs qui a été créé par le Sénat à la demande du groupe écologiste, dont Madame Bouchoux est rapporteure. S'intéresse bien sûr à l'accès aux données de santé. On a entendu tout à l'heure, donc c'est bien, après de pouvoir entendre le collectif Initiative de Transparence Santé, qui nous ont posé quand même un certain nombre d'interrogations. Donc, la mutualité, bien sûr, possède beaucoup de données dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines aussi d'ailleurs, puisque la mutualité, on oublie que c'est pas seulement la santé, mais enfin bon. Mais néanmoins, c'est quand même un aspect important de votre action. Et donc, vous pourriez nous parler comment ces données peuvent pour vous être disponibles, quels sont les obstacles, comment il pourrait y avoir de meilleures liaisons entre, par exemple, la mutualité et l'assurance maladie. Est-ce qu'il y a un partage des données, et comment sont accessibles, comment elles seraient mises utilisables en même temps dans un but, j'allais dire, de santé et un but économique. Alors, qui commence? Monsieur le directeur général? Merci, Monsieur le Président. Merci de nous recevoir et de pouvoir nous écouter effectivement sur un sujet qui pour nous est extrêmement important. Ça fait maintenant de nombreuses années que la mutualité effectivement traite cette question des données de santé. Je rappelle notamment qu'il y a à peu près une dizaine d'années, en 2003, nous avions fait un certain nombre de propositions pour faire évoluer le système de santé, et notamment l'une d'entre elles avait abouti à l'époque à la création de l'Institut des données de santé, l'IDS, dans lequel nous sommes membres du GIP et dans lequel nous jouons un rôle très important et qui pour nous est une initiative, une étape très importante dans le débat sur la question du partage et des conditions dans lesquelles on peut partager les données de santé. Alors, vous l'avez rappelé, nous intervenons effectivement comme le principal
représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie, mais également comme un acteur de santé avec une offre de santé extrêmement importante et qui d'ailleurs a toujours positionné la mutualité comme un fervent défenseur de l'organisation du système de soins, notamment autour de la notion de parcours, et de la nécessité de ce point de vue-là de pouvoir disposer d'informations permettant, au-delà de l'analyse de la dépense, de pouvoir réfléchir sur le système de santé en ayant des informations sur, pas simplement des questions de remboursement, mais aussi sur les comportements des professionnels de santé, sur la dépense d'un point de vue plus territorial, la dépense aussi et les déterminants de santé à travers les différentes structures de l'offre, qu'il s'agit de l'ambulatoire, de l'hôpital, du médico-social. Donc vraiment, on a une approche qui n'est pas simplement liée à la question des remboursements et aux maîtrises de la dépense, mais plus généralement aux informations, aux données dont il faut disposer pour pouvoir aussi appréhender le système de santé dans sa globalité. Je voulais dire également que, pour revenir sur la question de l'analyse de la dépense, nous avons été partie prenante des expérimentations Babusio, au moment où elles se sont montées, justement, pour sortir d'une situation un peu de payeur aveugle, comme on le dit souvent pour les complémentaires de santé. Notre conviction étant que dans le système de santé, de protection sociale et de sécurité sociale, aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire doivent œuvrer ensemble, compte tenu de la part qui est prise par les financements complémentaires, notamment dans tout ce qui relève des soins courants. Et donc pouvoir construire avec l'assurance maladie des démarches coordonnées de maîtrise médicalisée, de gestion du risque. Ça a été, et c'est toujours, même si on le verra, il y a probablement des obstacles ou des blocages à surmonter sur ce sujet, toujours pour nous une vraie voie d'avenir pour la régulation du système de santé. Alors, on est intervenu effectivement récemment dans le débat, puisque le président Étienne Cagnard s'est associé donc à l'initiative de transparence en santé, à l'initiative donc de la pétition de l'année dernière sur la libération des données de santé. Donc, on s'associe pleinement à cette démarche. On souhaiterait peut-être, avec mes collaborateurs, avec mes collègues, peut-être vous dire un peu aussi comment est-ce que nous, on comprend ce débat, parce que nous pensons qu'il faut un peu le clarifier. Aujourd'hui, on parle de données de santé de manière extrêmement générale, on parle de données médicales individuelles, on parle de données médico-administratives, on parle de données statistiques, on parle de données relatives à l'exercice des professionnels de santé, on parle de données relatives aux tarifs, enfin, on parle d'énormément de choses. Et je pense qu'un point peut-être important, c'est qu'on vous dise aussi un peu comment est-ce qu'il faut, à notre sens, se positionner par rapport au partage des données de santé selon qu'on traite de telle ou telle donnée et en fonction de telle ou telle finalité. Pour nous, les finalités, elles sont de plusieurs ordres. Elles sont évidemment d'abord pour pouvoir éclairer la dépense de santé, alors à la fois dans un rôle d'assureur complémentaire qui doit aussi connaître, je dirais, les risques qu'il assure, mais pas seulement. Également en tant qu'acteur qui a besoin aussi de comprendre aussi quelles sont les attentes des assurés sociaux et qui doit aussi disposer d'éclairage sur les déterminants de la dépense et ce qui va engendrer de la dépense à la fois pour pouvoir agir sur la dépense elle-même, mais aussi en amont. Je rappelle que nous sommes un acteur important des politiques de prévention. On y consacre beaucoup de moyens et on a toujours, à la mutualité française, avec les mutuelles en général, expliqué que la prévention était un axe extrêmement important dans le système de santé. Donc ça, on pourra également y revenir. Et de ce point de vue-là, on a aussi besoin de données générales sur l'évolution des dépenses de santé. D'en comprendre les déterminants, mais aussi parfois d'en apprécier la qualité. Parce que nous nous sommes aussi engagés ces dernières années dans une politique de conventionnement avec les professionnels de santé, dont on a parlé encore récemment avec l'adoption de la loi Leroux. Mais nous avons également
eu des initiatives avec la mise en place d'un dispositif parcours autour du parcours de santé mutualiste. Aujourd'hui, c'est le dispositif Priorité Santé Mutualiste qui apporte aux adhérents des mutuelles des éléments d'éclairage pour pouvoir s'orienter dans le système de santé et pour pouvoir devenir un peu des acteurs éclairés de leur propre santé. Avec la conviction que l'on a aujourd'hui qu'il est très difficile de trouver de manière, je dirais, ordonnée, labellisée, vérifiée, des informations fiables sur le système de santé, sur les pratiques des professionnels, sur la qualité des établissements et sur les différents types de référencement qui peuvent exister dans la sphère publique et qui ont parfois un peu de mal à être connus, à être appropriés par tout à chacun. Et nous avons évidemment un point important sur la connaissance des prix, la connaissance des tarifs, mais toujours dans cet objectif de permettre aux assurés sociaux, de permettre aux Français d'être davantage acteurs de leur propre santé, de pouvoir s'orienter dans le système, qui est un système extrêmement compliqué quand on y rentre, avec un maximum d'informations, de connaissances. Et pour ça, ça nécessite aussi de pouvoir partager avec les producteurs de données, de pouvoir partager ces données. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, l'organisation du partage des données de santé, selon les différentes typologies que l'on a pu voir, et la gouvernance de ce partage nous semble aujourd'hui être le point faible de notre système. On a pu le constater récemment autour notamment du rapport de l'IGAS, qui à notre sens par exemple probablement n'analyse peut-être pas assez en profondeur ces questions de gouvernance, et notamment on pense qu'il faudrait faire un vrai bilan de ce qu'a apporté l'Institut des données de santé. Je pense que vous avez eu l'occasion d'en discuter lors de l'audition précédente, notamment avec le professeur Sicard. Il nous semble aussi qu'il faut impérativement clarifier le statut et le rôle de l'assurance maladie obligatoire dans ce domaine, qui pour nous cumule à la fois le rôle, je dirais, d'opérateur, producteur de données et de régulateur. Ce qui nous paraît pas sain dans notre système, que l'organisme qui est le principal producteur de données soit aussi celui qui, d'une certaine manière, en facilite l'accès ou en donne l'accès aux autres acteurs. Bon, on a pu le constater dans le cadre de l'accès notamment au SNIRAM, dans le cadre de l'IDS, mais aussi dans le cadre de d'autres enceintes. Je pense notamment des relations entre l'assurance maladie et les agences régionales de santé. Et voilà, on voudrait ne pas oublier que derrière la question des données de santé, et en fonction de leurs différents types de typologies, il y a un vrai débat à avoir sur comment est-ce que l'État organise lui-même le partage des données de santé et finalement qui est le régulateur du système. Aujourd'hui, il y a un peu de confusion pour savoir qui est fondamentalement le régulateur, et on regrette de ce point de vue-là que le rapport de l'IGA sur ces sujets est soit peut-être pas allé totalement au bout de ces questions. Donc voilà, pour vous dire quelques mots d'introduction. Peut-être qu'on peut revenir avec Mathieu Cousineau et Christophe Lapierre sur pour rentrer un peu dans le détail des différents types de données dont on dispose, et puis la manière dont puisque c'était votre question, comment elles sont partagées, au-delà de cette considération un peu générale sur les difficultés aujourd'hui à se repérer dans cette gouvernance où finalement l'opérateur et le régulateur sont souvent confondus. Je rappelle d'ailleurs que c'est intéressant parce que c'est vous qui aviez demandé. Hein, vous aviez quand vous avez appris la création, c'est pour ça qu'il y a une veille au moins à la mutualité parlementaire. Et c'est vous. Donc, mais c'est intéressant parce que ça recoupe notamment dans les auditions de ce matin, et donc c'est parfait. Alors, qui s'exprime, Monsieur Cousineau? Oui, Monsieur le Président. Peut-être un mot effectivement par rapport à la question du partage des données et de l'accès sur les données de santé, notamment dans le cadre de l'Institut des données de santé. Un premier point, c'est la représentation au sein de l'Institut des données de santé de la société civile, qui a permis de faire émerger des besoins qui n'étaient pas ceux exactement qui avaient défini finalement les systèmes d'information que sont le SNIRAM et le PMSI.
Et donc le fait de pouvoir faire cette expression de besoin, puis de permettre à des utilisateurs externes à la puissance publique d'utiliser ces données, ont permis non seulement effectivement de faire émerger d'autres types d'utilisation de ces données, mais également de pointer quelques manques dans ces systèmes et de faire globalement progresser ces systèmes d'information. Et à ce titre, l'Institut des données de santé a monté des comités d'utilisateurs sur ces différentes bases de données et ont permis effectivement que chacun des utilisateurs techniquement s'exprime sur ce qu'il avait pu faire et ce qu'il n'avait pas pu faire avec ces systèmes. Et donc faire améliorer globalement la qualité de ces systèmes et les faire évoluer pour intégrer de nouveaux besoins. Et je dirais que c'est assez illustratif finalement de ce que peut être l'esprit Open Data de mise à disposition d'informations à un plus large panel d'utilisateurs, que ces utilisateurs s'emparent de ces données, les exploitent avec effectivement les limites de ces existantes et en même temps fassent émerger effectivement ces limites et faire progresser du coup ces bases de données dans le futur. Voilà, ça c'est un premier point par rapport à l'utilisation des données. L'autre élément peut-être illustratif dans lequel s'inscrit l'Institut des données de santé, c'est le partage de l'information. Et notamment à travers une expérimentation concrète de mise en commun d'informations provenant de 3 sources de données différentes. Une expérimentation qui s'appelle l'expérimentation Monaco, alors qui est un nom, qui est un acronyme un peu technique, hein, puisque c'est méthode, outils, normes pour l'acquisition de données complémentaires et obligatoires. Mais voilà, je le dis tout simplement pour que vous restiez pas simplement avec l'acronyme. C'est en fait le principe. On oubliera assez vite. Hein, voilà, et vous resterez avec Monaco. Et on ne saura peut-être toujours pas ce que ça veut dire. Voilà, effectivement. Mais le principe peut-être qui est le plus important dans cette expérimentation, c'est le fait de pouvoir mettre en commun des informations de l'assurance maladie obligatoire, de l'assurance maladie complémentaire et des données sur l'état de santé et sur la situation socio-économique de la personne à travers les données de l'IRDS. Et donc là, on a une expérimentation originale qui mêle 3 sources d'informations qui sont complémentaires les unes des autres et qui apportent une vue notamment sur le reste à charge après complémentaire santé, ce que on souhaite tous obtenir et regarder pour justement bien comprendre effectivement la situation dans laquelle sont les patients quand ils consultent un médecin, quand ils ont recours au système de santé. Et en même temps, on peut l'apprécier au regard de la situation économique de la personne. Et donc on a effectivement cet élément supplémentaire que l'on n'a pas dans les bases de données de l'assurance maladie obligatoire et qu'on n'a pas non plus dans les bases de données de l'assurance maladie complémentaire. Voilà, deuxième illustration, je dirais, de construction, de co-élaboration d'informations entre les différents acteurs que l'on retrouve au sein de l'Institut des données de santé. Merci. Monsieur Lapierre. Oui, merci Monsieur le Président. Juste peut-être une précision aussi, parce que quand on est sur les sujets un peu plus techniques des systèmes d'information, on a très vite les problématiques autour des données de santé, des sujets de confidentialité, sécurité qui sont sous-jacentes et évidemment à bon droit. Il y a peut-être un élément de contexte qu'il faut resituer parce que le débat en fait sur les données de santé intervient à un moment où on change un peu de problème, enfin où on change un peu plutôt de point de vue sur la problématique des données en général et particulièrement des données personnelles, parce que finalement on est encore aujourd'hui sous le coup de loi plutôt de 78 et qui ont vraiment été initiés sur les problématiques de protection de la vie personnelle et des données personnelles. Or aujourd'hui on voit bien notamment autour des réflexions qu'il y a au niveau européen sur le futur règlement européen sur les données personnelles qu'on a changé complètement de logique parce que les utilisateurs eux-mêmes publient des données sur Internet les concernant, donc on décide de les partager, on voit l'instrumentalisation et le jeu économique qu'il peut y avoir derrière l'utilisation ou non de ces données réglementées ou pas, avec la difficulté d'une réglementation quand on est sur des opérateurs au niveau mondial. Et donc on voit bien que la problématique du débat sur les données de santé est particulièrement pour nous est critique parce qu'on a un glissement qui n'est plus simplement la problématique de la protection des données personnelles, mais la problématique de la confidentialité pour des problématiques de marchandisation ou de publication ou d'utilisation contrôlée ou pas des données. Et je crois que à ce titre, le futur règlement européen doit vraiment apporter un certain nombre de points. Et du coup, effectivement, on a
c'est pour ça en fait qu'on voit aussi émerger des revendications ou des demandes assez fortes et parfois virulentes autour de l'open data qui peuvent paraître un petit peu partir tous azimuts, parce qu'effectivement l'open data, c'est le principe de les données publiques doivent être partagées, certainement, mais le conflit maintenant qui se pose, c'est jusqu'où je partage et comment je protège. Et c'est des choses effectivement qui, quand on est aussi dans des logiques où on sait que l'open data peut potentiellement, et c'est un argument qu'on entend souvent, donner lieu à une émergence d'une activité numérique et de secteurs demain économiques importants. On voit bien tous les conflits en fait dans lesquels le débat aujourd'hui se pose, qui n'est plus du tout celui qui a vu la création de la CNIL et toute la réglementation que la France a initiée, qui a ensuite été reprise dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que la typologie qu'Emmanuel a rappelée tout à l'heure sur les données personnelles, il est évident que lorsqu'on parle de données médicales personnelles contenues dans des dossiers médicaux, il n'est pas question de parler d'open data. Enfin, il faut, et des fois, on a le sentiment aussi, quand on est sur des problématiques de données médico-administratives, on est sur des problématiques intermédiaires entre la donnée personnelle pure, qui doit vraiment être protégée. En matière de système d'information, on est vraiment sur de la protection et de la sécurité forte, et la problématique de la donnée qui est effectivement anonymisée, ou qui peut l'être, comme on l'a pu le faire dans les expérimentations Babusio, qu'on la rend anonyme de façon irréversible, et à ce moment-là, on la rend utilisable. Mais à ce moment-là, on voit qu'on est dans un travail qui doit être organisé avec une gouvernance, avec des moyens, et qu'on n'est pas non plus simplement dans une logique d'open data à tout va. C'est-à-dire qu'en fait, ces données sont certes disponibles, mais ne peuvent pas être publiées sans un minimum de contrôle et de gouvernance. C'est pour ça que les sujets de gouvernance qu'a rappelé Emmanuel aussi sont fondamentaux, parce qu'on n'est pas dans un secteur d'activité où la donnée est anodine, et donc toutes ces problématiques de nature de données ont complètement changé la nature du débat et les jeux d'acteurs. Sur la gouvernance, effectivement, on l'a dit, le rapport de l'IGAS s'est focalisé sur la base de données qui a focalisé l'année dernière le débat autour des données de santé, hein, le fameux SNIRAM. C'est vrai qu'on a quand même un sujet qui me paraît aussi important aujourd'hui. Quand on voit que dans ce rapport, l'une des recommandations, c'est confier au ministère le soin de décider des accès permanents au SNIRAM pour les institutions placées sous son contrôle, on voit qu'on part de loin. Et on voit effectivement, et d'ailleurs le rapport, toute la partie qui décrit le jeu d'acteurs et la logique un peu propriétaire aujourd'hui de la CNAM sur le SNIRAM est assez clair et assez explicite. Et effectivement, on a un vrai problème de gouvernance. Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de son opérateur? Et aussi, il faut le reconnaître, cet opérateur a eu le mérite quand même d'installer ce SNIRAM. Sur le plan des systèmes d'information, je peux vous dire que c'est quand même pas tout à fait simple. C'est l'un des plus gros entrepôts de données quand même au niveau européen. C'est quelque chose qui est difficile à gérer. Et il a été aussi élaboré dans un objectif bien précis, qui est le métier de l'assurance maladie. Donc quand après, effectivement, les professionnels de santé ou les usagers, à raison encore une fois, réclament l'utilisation de ces données pour d'autres fins, il n'est pas étonnant que la CNAM dise « mais moi, mon travail, c'est pas de faire de l'épidémiologie ou de la pharmacovigilance ». Donc on a un problème véritablement de jeu d'acteurs et d'organisation des rôles sur l'utilisation des données. C'est pas parce que la CNAM a initié ce travail dans sa logique de maîtrise de gestion du risque, de maîtrise des dépenses et de suivi des dépenses, qu'on doit lui demander aujourd'hui de faire des travaux sur l'épidémiologie ou la pharmacovigilance, et elle va vous répondre qu'elle n'en a pas les moyens et peut-être même pas l'expertise, et c'est tout à fait le cas. En revanche, la difficulté... Alors voilà, absolument. Le point majeur, c'est par contre que c'est un gisement de données, et là-dessus on partage tous mais du coup, se pose la question de savoir comment on organise l'exploitation de ce gisement de données. C'est vrai qu'il est quand même un peu curieux de voir que l'ouverture de cette base à l'HAS et à l'NSM date de l'été dernier, c'est quand même un peu tardif. C'est vrai qu'on voit mal pourquoi les organismes de recherche publics ont encore du mal, malgré les efforts de l'IDS, à accéder à ces données. Ce qui veut dire effectivement qu'on a sans doute un défaut de gouvernance et d'organisation finalement de l'exploitation de ces données à des fins publiques. Et là, c'est le rôle de l'État d'organiser sans forcément faire. Et il peut s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs pour faire. Et on a regretté effectivement que dans le rapport de l'IGAS, on ne voit pas comment on pourrait imaginer demain de faire évoluer l'IDS, par exemple, auquel on tient beaucoup, parce que l'IDS est une courroie de transmission intéressante. Elle apporte justement toute l'expertise dans des domaines très variés, aussi bien d'ailleurs d'acteurs publics que d'acteurs privés, dont peut manquer la CNAM.
Elle apporte aussi un certain nombre d'outils de contrôle qui permettraient d'ouvrir ces données et de diffuser cette information, mais pas de façon totalement open data ou non maîtrisée, ce qui pourrait poser un certain nombre de difficultés. Par contre, elle manque cruellement de moyens, parce que l'IDS, vous les recevrez, je crois, le 6 mars, vous verrez l'équipe, c'est 6 personnes. Donc, est-ce qu'on a des outils à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'on a une gouvernance à la hauteur des enjeux? Je crois que non. Alors, donc, c'était les points qui nous paraissaient importants. Très bien. Madame la rapporteure. Messieurs, merci de votre témoignage qui est très éclairant. Nous allons faire une photographie en matière d'accès aux documents administratifs et aux données publiques, et peut-être que nous ne nous interdirons pas quelques suggestions. Vous, si vous aviez 2 suggestions claires à faire, quelles seraient-elles ? Votre souhait, hein, ou plutôt le fait que vous ne pensez pas qu'il soit souhaitable que ce soit le ministère qui charge de la gouvernance. C'est bien ça. Pas seulement, en tout cas. Non, mais si, quand même. Il y a ça. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Vous ne souhaitez pas que ça soit, uniquement le ministère qui soit chargé de la gouvernance. Ah ben, je pense que le ministère de toute façon aura besoin de l'ensemble des acteurs du système pour organiser l'exploitation de ces données. Alors, parce que le rapport Braille, c'est un haut conseil, ils veulent faire un haut conseil encore un de plus, non? Voilà, c'est un peu on la lutte difficulté. en permanence Non, mais pour supprimer tout un tas de choses et puis on en recrée. Entre la création d'un conseil et le déménagement du SNIRAM au ministère, je ne vois pas comment on va résoudre le problème. La difficulté, c'est vraiment de reposer la manière dont la gouvernance s'organise, et à ce moment-là, on verra si un haut conseil sert à quelque chose et qu'est-ce qu'il fait. Effectivement, l'État doit être organisateur, il ne doit pas forcément réaliser. À ce moment-là, il est, pour moi, pleinement légitime pour organiser et animer la gouvernance. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais pas seul. D'accord. Monsieur Roux. Oui, l'État doit être régulateur dans la matière. On est tout à fait d'accord. Enfin, la préconisation qu'on peut faire, elle déborde un peu le cas du sujet des données de santé. Elle tient un peu à la gouvernance du système de santé. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de trop large et pour rebalayer les cartes de manière tout à fait générale, mais globale. Mais c'est vrai que sur cette question des données, c'est emblématique. Mais sur d'autres questions, je pense notamment aux négociations conventionnelles, je pense notamment aux politiques de prévention. Il y a une vraie difficulté à aujourd'hui appréhender quel est le rôle exact et le statut exact que la puissance publique, que les pouvoirs publics entendent donner à l'assurance maladie obligatoire et à la Caisse nationale d'assurance maladie. Depuis un certain nombre de conventions d'objectifs et de gestion, depuis en gros une dizaine d'années, les relations contractuelles entre l'État et l'assurance maladie visent à donner à l'assurance maladie un véritable rôle d'opérateur de santé, depuis la prévention jusqu'à le contrôle de la dépense, au-delà du cœur de métier historique de l'assurance maladie, qui est quand même de permettre aux Français d'être remboursés, d'être pris en charge dans des meilleures conditions, avec des paiements à bon droit et dans des délais rapides. Je vois bien que sans le dire, sans un débat public, sans un vrai débat public, le rôle de l'assurance maladie a évolué de manière considérable ces dernières années, au point qu'on a des difficultés à parfois repérer qui est le régulateur, qui est l'opérateur, qui est l'organisateur. Bon, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais je pense qu'en même temps, la création en même temps des agences régionales de santé, avec la volonté des pouvoirs publics de créer un vrai pilotage unifié territorial des politiques de santé, a reposer la question et essayer d'apporter des éléments de réponse à cette organisation sans le faire véritablement. Et je pense que l'occasion aujourd'hui sur un certain nombre de domaines et le partage ou l'accès aux données de santé est véritablement emblématique de la nécessité de repenser fondamentalement le statut et le rôle de cet opérateur qu'est l'assurance maladie, parce que la confusion de l'opérateur et du régulateur, on le voit dans beaucoup d'autres domaines. Donc c'est un propos un peu général, mais
je pense que si cette question-là ne fait pas l'objet d'un vrai débat public et d'une vraie prise de position, prise de décision publique sur le statut de cet opérateur, qui reste quand même un opérateur, et non pas celui qui définit les politiques, on aura vraiment du mal à évoluer et à progresser dans l'appréhension, y compris de ce dossier. La deuxième chose que je voulais dire sur l'Institut des données de santé par rapport à la question sur la gouvernance, c'est vrai qu'on a constaté avec beaucoup d'étonnement ces derniers mois des initiatives pour relativiser, marginaliser, supprimer l'Institut des données de santé. Rappelons-nous, il y a encore quelques mois, il était question de créer un GIP médicament qui vidait complètement l'Institut des données de santé de sa substance. Et au fond, on s'explique difficilement cette situation. On s'explique difficilement pourquoi est-ce qu'on refuse, je dirais, des moyens à l'Institut des données de santé, et on comprend difficilement pourquoi est-ce que on refuse d'en faire justement ce pivot dans la régulation, dans le partage, dans l'accès aux données de santé. Et au fond, c'est peut-être une des voies que le rapport de l'IGAS a insuffisamment exploré. Je pense qu'il a refermé le débat avant même de l'avoir posé dans toutes ses dimensions. Et c'est vrai que notre attente aujourd'hui, c'est que de la même manière qu'il faut qu'il y ait un débat sur le statut de l'assurance maladie, il faut qu'il y ait un vrai aussi débat sur le statut et la place qu'on veut donner à l'Institut des données de santé. Mathieu, tu peux peut-être compléter mes propos là-dessus. Alors, sur le fait effectivement que le point important, je pense que dans le débat, c'est vraiment la représentation de la société civile qui est à la fois finalement la voie régulière des alertes sanitaires dans ce pays, et en même temps un utilisateur et c'est vraiment une forme de sentinelle effectivement sur l'utilisation de ces données. Donc parce qu'à la fois effectivement la société civile a la préoccupation, la protection des données personnelles et des libertés individuelles, et en même temps cette préoccupation de santé publique que l'on peut retrouver à travers ces différentes actions. Voilà, pour repartir sur l'Institut de santé. Pour répondre peut-être plus précisément à votre question sur quelles données vous pourriez regarder justement pour faire un diagnostic finalement de l'état, de la disposition, de la disponibilité des données, je prendrai deux exemples. Premier exemple sur les tarifs moyens des médecins fournis par Amélie Direct, où là on a une information qui est disponible mais pas transmissible et réexploitable par un autre organisme de façon très simple et très facile. Et je prendrai un deuxième exemple concernant la qualité des soins, plus à l'hôpital, mais c'est vrai également sur les prix à l'hôpital, où on a une information qui est éparse, qui est effectivement au gré de chaque établissement ou fournie sous une forme qui ne permet pas d'avoir une consolidation simple. Je pense au score ICALIN, je pense aux résultats des accréditations de l'HAS, mais je pense aussi tout simplement aux tarifs publics des établissements hospitaliers publics qui effectivement ne sont pas consolidés dans des bases simples d'accès et donc du coup accessibles au grand public. Je peux ajouter un mot qui est lié aussi à un débat d'actualité aujourd'hui concernant par exemple les dépassements d'honoraires. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire de ces derniers mois autour de la signature de l'avenant 8 et donc effort conventionnel pour maîtriser les dépassements d'honoraires autour du contrat d'accès aux soins. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a fixé les principes de redéfinition des contrats solidaires responsables avec une partie, je dirais, de base, une partie optionnelle dans laquelle il serait possible ou pas de prendre des dépassements d'honoraires en charge pour les organismes complémentaires, voire surtout de limiter la prise en charge par les organismes complémentaires des dépassements d'honoraires pour éviter cette inflation des dépenses qu'on a constatée ces dernières années. Bon, les organismes complémentaires aujourd'hui ont besoin d'avoir une vision claire des dépassements d'honoraires. Puis si demain, ils doivent être sollicités en tant que financeurs ou s'ils peuvent l'être. Dans le cadre de l'avenant 8, on a acté le principe de la mise en place d'un observatoire des dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants
du bon vouloir de l'assurance maladie pour disposer de données un peu fines sur le dépassement d'honoraires, d'un point de vue des différents types de spécialités, d'un point de vue des déterminants territoriaux, je veux dire, pas en fonction des lieux où on peut constater des dépassements d'honoraires. Enfin, on est totalement à l'aveugle sur un sujet où il est en même temps il y a aujourd'hui une demande, une attente d'un certain nombre d'acteurs, pas simplement les syndicats médicaux, mais je dirais la société civile dans son ensemble, pour voir comment est-ce qu'on va traiter cette question des dépassements d'honoraires. Il est évident qu'il est très compliqué de solliciter un financeur, auquel par ailleurs on donne l'information en fonction de son bon vouloir, quoi. Et nous, c'est vrai qu'on est extrêmement déterminés. Hein, on repart souvent, je dirais, au front là-dessus. Mais au fond, ces informations, elles nous sont données selon le bon vouloir d'un partenaire conventionnel, en plus. Et voilà. Et c'est ça fondamentalement qui, pour moi, doit changer dans le système de santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dépendant du bon vouloir d'un acteur qui a toutes les informations et qui les donne en fonction des critères qu'il définit, voilà, de manière ou qu'il les redéfinit pour ouvrir ou pas, je dirais, l'accès. Ça, je trouve que c'est même assez, du point de vue de la cohérence des politiques publiques, c'est quand même véritablement un problème. Voilà. Il faut se dépêcher parce qu'on a... Oui, mais c'est la seule. Oui, allez. Vous parlez de manque de données fines pour les dépassements d'honoraires, mais vous, compte tenu de tous, vous avez le rôle de complémentaire, donc vous voyez arriver, vous avez un certain nombre de données qui arrivent, et vous pouvez quand même faire vos propres statistiques pour savoir sur les années N-1, N-2, N-3, quels ont été les dépassements d'honoraires. Ça vous paraît pas, par rapport en tout cas à votre base d'assurés, ça vous suffit pas? Alors, on a effectivement une vue sur ce que l'on rembourse et donc ce qui nous est présenté au remboursement. Simplement, dans les informations que l'on reçoit, on n'a pas systématiquement, par exemple, l'information sur le secteur conventionnel du médecin, ce qui est déjà un premier handicap. Dès lors que, chaque secteur conventionnel respecte son engagement conventionnel. C'est-à-dire qu'un secteur 1 qui ferait du dépassement, on n'aurait pas toujours la possibilité effectivement de contrôler qu'il n'est pas dans son droit de faire ce dépassement. Et ce sera d'autant plus important qu'avec le contrat d'accès aux soins, on crée donc un secteur effectivement qui a des engagements particuliers vis-à-vis des dépassements. Et si cette information ne nous est pas accessible, on sera en incapacité effectivement de contrôler les engagements conventionnels. Donc ça, c'est la première limite. Et quand on parle effectivement d'informations relativement fines, on a également la question de la spécialité du médecin qui pratique ces dépassements d'honoraires, et sur lequel, là aussi, on a une limite de qualité d'information qui nous est transmise par les caisses d'assurance maladie. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là où on est encore aujourd'hui limité et dépendant d'un acteur et du système d'information de cet acteur. Si vous permettez, par rapport à la question qui était posée sur les deux suggestions, si je reste sur mon domaine un peu plus technique, il y a deux points qui me paraissent majeurs, je vais faire très court. La première, ce serait de dire, et peut-être à la suite de ce que va fournir le règlement européen, qu'on a sans doute besoin d'une clarification sur la notion de données de santé. Parce que dans les données personnelles, et lorsque la CNIL est saisie, on traite la question des données personnelles et on instrumentalise très souvent cette problématique de données personnelles. Et qu'est-ce qu'une donnée personnelle, qu'est-ce qu'une donnée de santé? Enfin, là, il y aurait, par rapport à la typologie qu'on a expliquée sur les données, il y aurait sans doute un travail à faire qui permettrait de clarifier le débat et de remettre les enjeux au bon niveau. C'est le premier point. Et le deuxième point, on a suffisamment critiqué le rapport EGAS pour retenir quand même une bonne chose dedans, qui était, je pense, un point de vigilance. Lorsqu'on va vers l'open data, et on y va forcément, on va ouvrir la possibilité à un certain nombre d'acteurs d'exploiter des données de façon large, ce qui veut dire qu'on aura besoin, l'ensemble des acteurs, et particulièrement la puissance publique, d'une contre-expertise et d'une capacité, et c'est une des recommandations du rapport, de dire il faut que l'État se donne les moyens d'exploiter lui-même un certain nombre de données et d'exploiter la richesse de ces bases, mais il faut aussi surtout qu'il ait demain la capacité de diligenter des contre-expertises lorsque les données qu'il aura données
dans le cadre de l'open data et de façon maîtrisée, selon une bonne gouvernance avec l'IDS, etc., tel qu'on a pu le dire aujourd'hui, et bien lorsque ces données soulèveront un certain nombre de débats sur lesquels il faudra répondre et travailler. Si l'État n'a pas préparé ce coup-là, l'open data va être plus contre-productif que fructueux. Voilà. Voilà pour ces tables rondes qui se sont tenues la semaine dernière, jeudi dernier au Sénat, et qui concernent donc l'accès aux données de santé. Il faut bien sûr toujours voir et revoir toutes les tables rondes et toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour 24 heures Sénat, la séance consacrée à une proposition de loi UMP concernant les gens du voyage. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.